parce qu'il partait pour une mission. S'il décidait de la faire, il allait au bout. Et si la décision était de ne pas y aller, c'est que vraiment il ne fallait pas y aller, il fallait trouver d'autres moyens. Je crois que chez lui, il fallait vraiment être accepté. Et puis, à partir de là, il y avait une confiance incroyable et plus nécessaire de se parler. Chacun savait, je crois, ce qu'il devait faire. Et peut-être une ambiance particulière, c'est parce que nous étions tous les deux de Nadar. Certains aides de vol venaient aussi de Nadar, donc on avait parfois un équipage complet Nadar, et ça faisait un petit plus, je dois dire, au niveau de la complicité. René Minig se souvient d'un sauvetage particulièrement difficile, accompli il y a nombre d'années à la cabane des Vignettes. Perdu dans le brouillard, il se retrouve avec Martignoni au-dessus de la vallée de la Valpeline. Après avoir récupéré durant 2 heures à Arolla, ils réussissent à emmener le blessé à l'hôpital. Fort tard dans la nuit, ils atterrissent à l'aérodrome de Sion. Une dernière escale au bistrot s'impose. On arrive ici, la Madeleine est en train de jouer aux cartes. C'était 1h du matin, ça je me rappellerai toujours. Il a dit on va aller la secouer. On a été tapé au store. Il a dit maintenant, Madeleine, c'est 2 doubles whisky pour les deux. Parce qu'on a risqué aujourd'hui. Et voilà, on a bu ces 2 whisky, puis on est rentré à la maison. Quand on a volé assez longtemps avec la turbine, tout ça, c'est ça qui est dur. C'est plutôt les nerfs qui se fatiguent. Les fatigues nerveuses. Souvent quand on arrive à la fin de la journée, on n'a plus envie de voir personne. Puis les gens se font des tas d'idées des fois, parce qu'on est un peu... On n'est pas très causant, ben. On est nerveux. C'est pour ça que je fais de la pêche, ça détend. Je travaille le samedi, le dimanche, surtout en printemps. On n'a pas beaucoup de congés. Ma femme s'en plaint assez d'ailleurs. Tous les week-ends, je suis loin de la maison. Ça fait quand même beaucoup d'heures dans l'année. À peu près 1000 heures. On lui a presque tout pris. Et malheureusement, quelquefois, en sauvetage, vous savez, on avait tendance à utiliser l'hélico, pas toujours avec raison. Quand on prend des risques et qu'on se rend compte que ceci est presque tourné au profit, ça use. Et je crois que ça, c'était un petit peu ce qui a rendu Fernand comme ça. Peut-être d'un abord plus difficile, un petit peu méfiant, parce que peut-être il ne voulait plus trop. Les dernières années, il voulait préserver ce qui restait et puis essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans, et c'était pas facile. Les dernières années, je dirais qu'il a commencé à prendre un peu de temps pour sa famille, du fait qu'il avait déjà des jours de congé, puisqu'il y a quand même d'autres pilotes qui sont venus à Air-Glacier. Ils étaient plus trop sollicités, ou avec l'âge qu'il avait aussi, il méritait un peu de répit, donc il a commencé à prendre du temps pour faire un peu de ski avec son père, sa famille. Il avait beaucoup de plaisir, faire un peu plus de choses comme la pêche, la chasse. Ses vacances, c'était la chasse. Homme d'une modestie légendaire, Fernand Martignoni n'aimait pas que l'on parle de lui. Pourtant, les distinctions s'accumulent au fil des années. Pilote d'une finesse prodigieuse, il doit conseiller lui-même les plus fins manches de la firme Sudaviation lors d'un transport de coupole au Jungfraujoch. Ami du chanteur Gilbert Bécaud, il côtoie des célébrités venues du monde entier. En août 1982, Fernand Martignoni est lauréat du prix Runzi qu'il reçoit des mains du conseiller Guy Genoux. À l'heure des réjouissances, le pilote Nadar est loin de se douter du destin tragique qui l'attendra 2 mois plus tard. Le 27 octobre, Martignoni est engagé dans une campagne de vaccination contre la rage vulpine. À bord de l'Alouette 3 HB-XCM se trouve le professeur Franz Steck de l'Institut de virologie de l'Université de Berne, le vétérinaire cantonal Georges Brunner, son adjoint Marc Michaud et sa secrétaire Jeannette Rowe. Le pilote décolle de Sion à 8h50 en direction de Martigny, où l'attendent ses passagers. À 11h20, l'hélicoptère atterrit à Châteaudet. Une demi-heure plus tard, il s'arrête à monter pour se ravitailler en carburant. Après une nouvelle escale au restaurant de la Lécherette, l'appareil redécolle aux environs de 14h30. À ce moment, René Minig s'apprête à quitter l'aéroport de Sion. On est parti dans le Val d'Anivier, à Zinal. On était fait un petit transport là-haut. Et on est rentré, c'était 6h le soir, et puis ils ont dit Fernand, il s'est craché. Ça, je me rappellerai toujours. Et je suis sorti du bureau en larmes.
Il est 14h53 très précisément lorsque l'Alouette 3 percute de plein fouet à 70 mètres du sol un câble à quelques 2,5 km des Diablerets. L'appareil s'écrase sur le dos, explose et brûle complètement. Les 4 passagers sont retrouvés dans l'épave calcinée. Fernand Martignoni, éjecté au moment de l'impact, repose dans l'herbe à quelques mètres de sa machine. En presque 30 ans de pilotage, il avait accumulé 17 000 heures de vol et pas moins de 2000 sauvetages. Comble de malheur, M. Georges Pichard, commandant des pompiers des Diablerets, est victime d'un infarctus sur les lieux du drame. Il décédera quelques heures après sur un lit d'hôpital. C'était tous les jours. Dimanche comme la nuit, pour les sauvetages, j'étais toujours là avec lui. C'est la vie, je crois. Après coup, je crois que la mort fait partie de la vie, bien sûr. C'est dur de parler comme ça, mais vous savez, quand on est secouriste, on côtoie la mort chaque jour, on l'apprivoise quelque part, on l'accepte. Elle nous fait pas trop peur, je veux dire, tout en la respectant. Et puis certainement que c'est quelque chose qui nous aide peut-être, très certainement même, à accepter. Les choses sont là, on devient réaliste quand on fait ce métier, et puis voilà, quoi. Ce câble, normalement, il n'existait plus. Je sais pas. Quelques mois après l'accident, les experts du Bureau fédéral d'enquête sur les accidents d'aviation rendent leurs conclusions. D'une manière implacable, ils mettent en évidence une série de négligences impardonnables. La carte des obstacles à la navigation aérienne, édition 1982, ne comportait plus aucune inscription relative au câble incriminé, qui avait été purement et simplement rayé par erreur lors d'un recensement. Les balises constituées de plaques de métal de couleur jaune étaient complètement rouillées le jour de l'accident. Le pilote n'avait donc aucun moyen de repérer l'obstacle. En guise de petit clin d'œil au pilote disparu, Guy Gaudry, responsable technique de la compagnie sédunoise, s'était juré de reconstruire l'Alouette XCM. Tous les mécaniciens se sont attelés à la tâche. Après 2500 heures de travail, le pari était gagné. L'Alouette de Martignoni allait reprendre son vol. Peu de temps avant l'accident, son fils, Jacques-Antoine, a commencé ses activités de mécanicien chez Air Glacier. Cette attirance commune vers le monde de l'air est un peu comme le symbole d'un héritage transmis à des générations de jeunes passionnés. Depuis l'époque de Fernand Martignoni, les machines sont toujours les mêmes. Parfaitement adaptées à notre relief montagneux et jamais surpassées, Lamaze et Alouette continueront à soulager les travailleurs et apporter leur aide aux personnes en détresse. Régulièrement, les curieux observent un Pilatus Porter en train de larguer son lot de parachutistes.